Tranche de coupe, saison 5, 30 minutes d'actu, de coups de cœur de notre vie, et de nos sorties, par Guillaume et Max. Bonjour, bonsoir, nous sommes Max et Guillaume et on est très heureux de vous retrouver pour ce 10e épisode de la saison 5 de Tranche de couple. épisode qu'on va appeler, et ça vous changera pas trop, Jetlag, le retour. Ouais, on a été super originaux, enfin bref, pour ce deuxième épisode consacré en grande partie à notre voyage au Québec. Et on vous expliquera donc pourquoi on l'a appelé Jetlag le retour. Et en fait, Guillaume, aujourd'hui, il y a une échéance Ah oui, importante. c'est un millésime, ma plus belle année. On fête aujourd'hui le 100e épisode. Pardon pour ce petit intermède musical. On fête Merci, c'est moi qui vais monter l'épisode. Notre 100e épisode. Alors, 100e épisode, ça correspond à 50 heures d'enregistrement, probablement un peu plus, peut-être plutôt 60-70, parce qu'on a souvent débordé. Ça correspond sans doute à au moins 120-150 heures de préparation. Ça correspond également à une centaine d'heures de montage, voire même un peu plus. Bref, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'amour qu'on a donné pendant ces 5 dernières années pour arriver à ce 100e épisode. On va très vite arriver aussi à un autre millésime, sans doute 6 millième qui sera celui du 6 millième, la 6 millième écoute de ce podcast. Bah, ça nous motive quand même à continuer encore un peu, on va pas se mentir. Alors merci, un grand merci à toutes et à tous pour d'être fidèles à ce podcast, à Tranche de couple, de vos écoutes, de vos messages, de vos petites tranches de sympathie. Et alors que la personne qui a écouté 97 épisodes aujourd'hui même se dénonce, je pense qu'on va avoir une mise à jour des chiffres demain, c'est pas possible autrement. En tout cas, voilà, ça nous fait chaud au cœur et on est content de pouvoir continuer à vous proposer cette petite tranche de nos vies et de l'actu, notamment internationale, tous les 15 jours. Alors, comme d'habitude, on vous le redira à la fin de l'épisode, n'hésitez pas à le partager pour nous aider à rester visibles et nous encourager à continuer. On commence tout de suite cet épisode, Guillaume, donc par notre rubrique Actu, comme d'habitude. Et Guillaume, aujourd'hui, tu nous fais un petit point d'étape sur les primaires républicaines, une fois n'est pas coutume. Absolument, Max. Point d'étape sur les primaires républicaines avec un goût de déjà vu pour ces primaires qui rappellent méchamment celles de 2019. Et ça n'est pas forcément rassurant. On vous avait expliqué à l'époque, justement, le fonctionnement du système électoral aux États-Unis et des primaires. On vous invite à écouter, peut-être pas 97 fois, mais un certain nombre de fois nos épisodes de la saison 1 notamment pour revenir sur ce fonctionnement si particulier. Sans rentrer dans le détail, donc pour vous remettre un peu quand même quelques infos. Au goût du jour. Au goût du jour, c'est ça aux États-Unis. Le président est élu non pas directement par la population, mais via un système de grands électeurs de primaires, puis des élections fédérales. Ces primaires fédérales ont donc lieu environ 10 mois avant l'élection elle-même, pardon. Les systèmes de vote sont très différents d'un État à l'autre. Caucus, primaire fermée, primaire ouverte. Le plus représentatif, en tout cas le plus spectaculaire, étant donc ce système de caucus, notamment en plus en Iowa, l'État qui vote en premier aux primaires traditionnellement. Les caucus donc font précéder les votes par des débats entre des militants des partis qui se retrouvent tous dans un même lieu, un hangar, une salle de réunion, enfin que sais-je. D'abord réunis à l'échelon local de leur circonscription électorale, puis on envoie en gros des grands électeurs voter au niveau de l'État. L'objectif de ce système est d'indiquer par le biais du choix des délégués la préférence des membres du parti dans chaque État. Donc chaque personne présente représente un vote pour X ou Y et décide de qui élire. On connaît la superficie d'États comme l'Iowa, on se dit que ça doit quand même pas être simple à organiser et surtout d'avoir des chiffres réellement représentatifs le jour J. Souvent, on n'est quand même pas exactement dans les chiffres qui apparaissent dans les primaires suivantes, notamment les primaires ouvertes où là, tout le monde peut voter, enfin primaire ouverte ou primaire fermée, mais les primaires où tous les adhérents au parti peuvent voter ensuite. Bref, retour à nos moutons. Le 19 décembre 2023, une décision de la Cour suprême de l'État du Colorado, exclusivement composée de juges progressistes,
ordonne, par 4 voix contre 3, que Donald Trump ne figure pas parmi les candidats aux primaires républicaines dans l'État, en raison de son rôle dans la résurrection du 6 janvier. Je crois que Max, tu en as déjà parlé d'ailleurs dans notre dernier podcast. Ça ne viendra pas comme une surprise, mais c'était pour vous remettre un peu dans le bain. La Cour suprême, dominée par une majorité conservatrice, donc n'a toujours pas rendu de décision. On ne sait pas si elle la rendra dans les temps, mais enfin bref. Le 27 décembre, la Cour suprême du Michigan a rejeté une tentative similaire, mais le 28 décembre, la secrétaire d'État du Maine, Sheila Bellows, déclare que Donald Trump est inéligible en raison de son rôle dans l'assaut du Capitole. Encore quelques casseroles qu'il va traîner. Bon, donc toutes ces casseroles sorties, chez les Républicains, 3 candidats principaux. Le flamboyant, ou pas, on va le voir, gouverneur de Floride, Ron DeSantis, et l'ancienne ambassadrice de Trump à l'ONU, Nikki Haley, en plus de leur ange de service. Au caucus de la Iowa, Trump caracole en tête. DeSantis est à 21% et Haley à 19%. Mais rappelons-le, la méthode peu conventionnelle des caucus fait que les résultats ne sont pas forcément représentatifs du vote réel, s'il avait eu lieu, des adhérents. À l'issue de cette première primaire, Ron DeSantis déclare déjà abandonner la course, peut-être de façon à ne pas se faire blacklister par Trump par la suite, et pouvoir éventuellement prétendre à un poste de vice-président, même si le nombre de personnes déjà sur la liste est long, ou lié à son peu de charisme et son côté très gouverneur local, il a eu du mal beaucoup à s'affranchir à trouver une ligne qui soit réellement la sienne, c'est-à-dire encore plus à droite que Trump, il faut dire. C'était compliqué, et c'était tellement compliqué qu'il s'est craché. Lors de la primaire du New Hampshire, 45 pour Nikki Haley et 55 pour Donald Trump, ça devient un peu plus représentatif. C'était au-delà des espérances de Nikki Haley, qui sait qu'elle n'est quand même pas en position de force. Dans quelques jours, nous aurons les primaires du Nevada, le 6 février, et des îles Vierges ensuite, puis de la Caroline du Nord, puis enfin, etc., jusqu'à ce que tous les États passent. Sauf que, affaire à suivre, donc, Nikki Haley va-t-elle tenir le choc ou se maintenir ? Rappelons qu'il y a aussi des histoires de gros sous en jeu et qu'il faut tenir physiquement et financièrement, Max, tu l'avais déjà dit dans notre dernier podcast, pour pouvoir avancer. Et que même si elle bénéficie du soutien de la partie modérée du parti, celui-là est cette frange même est de plus en plus minoritaire. Côté démocrate, pas grand-chose à signaler. 2 candidats ont déclaré vouloir faire des primaires contre Biden, avec très très peu de chances de l'emporter naturellement. Biden étant le candidat tout déclaré tout désigné pour cette nouvelle élection. Il ne fait pas exactement l'unanimité, mais il a quand même une grosse majorité, notamment des poids lourds derrière lui. Ça va être une course d'octogénaire ou de presque octogénaire, ça va quand même être particulier. Hein. Oui, ça va être assez particulier. Effectivement. On n'est jamais à l'abri d'une surprise. Naturellement, on vous tiendra au courant de toutes les prochaines étapes. Hein. Il y aura peut-être un point, on va refaire peut-être un point élection US comme à l'époque, comme au bon vieux temps. Comme à la grande époque. C'est ça. Où on se nourrissait des élections pour nourrir nos podcasts. Speaking of la grande époque, alors on se jetlag pas trop, mais on va quand même passer de l'autre côté de la Manche pour parler du Brexit. Yes. Donc c'est un petit peu, on se jetlag un petit peu aussi quand même, parce que du coup, moins 1 heure, c'est bon, vous allez survivre les gars. C'est marrant parce que ça fait écho finalement la présidentielle américaine et le Brexit. C'était nos 2 grands sujets sur lesquels on n'arrêtait pas de vous faire des petits points. Alors aujourd'hui, on voulait vous faire un petit point sur la situation au Royaume-Uni, qui se débat toujours des conséquences du Brexit à l'aube d'élections législatives importantes. Alors revenons d'abord sur l'application de l'accord de libre-échange avec l'Union européenne, et en particulier de l'accord de Windsor, qui reste une vraie épine dans le pied du gouvernement britannique et qui a conduit à une crise politique majeure en Irlande du Nord. Alors vous vous en souvenez, cet accord, il visait à éviter la mise en place d'une frontière douanière entre l'Irlande, la République d'Irlande, qui fait partie et qui reste dans l'Union européenne, et l'Irlande du Nord. Vous vous souvenez, il y a eu quelques déboires autour de la frontière entre ces 2 entités. Voilà, je ne reviendrai pas sur le sujet, mais l'idée c'était finalement de considérer l'Irlande du Nord dans un cadre un petit peu exceptionnel. Le gouvernement du Royaume-Uni avait accepté que les vérifications douanières aient lieu en mer d'Irlande, finalement, entre l'île de l'Irlande et le reste du Royaume-Uni. Mais du coup, ce statut un petit peu exceptionnel prévoyait que les biens qui
serait finalement uniquement à destination de l'Irlande du Nord, aurait un statut d'exception avec pas de contrôle à condition qu'il soit vraiment marqué comme vendable uniquement en Irlande du Nord, dans le Royaume-Uni. Bon, un numéro d'équilibriste un peu compliqué et qui de fait n'a pas vraiment fonctionné parce que le gouvernement britannique n'a jamais effectivement mis en place ces contrôles douaniers auxquels il s'était pourtant engagé parce qu'il craignait que ça lui soit dommageable. Alors la conséquence directe, c'est que pour ainsi dire, en particulier concernant les produits frais, le Royaume-Uni a de facto continué d'appliquer les normes européennes et donc resté dans le marché commun pour ces produits. Mais ceci, parce que toute bonne chose a une fin, ceci doit s'arrêter la semaine prochaine. La conséquence, c'est qu'il risque de plus y avoir de produits frais européens dans les supermarchés en Irlande du Nord, voire dans le reste du Royaume-Uni. Et quand on sait combien le Royaume-Uni est dépendant de ce qui vient de l'Europe, ça me fait penser, je fais un petit interlude à une publicité qui a été diffusée par l'Union des supermarchés en Allemagne, qui montrait qu'est-ce qui resterait si jamais les Allemands n'achetaient que des choses allemandes. Autant dire qu'il ne restait pas grand-chose. Et on se souvient que, parce que si le Royaume-Uni n'a pas appliqué les contrôles douaniers, par ailleurs, l'Union européenne, elle, a appliqué les contrôles douaniers pour les produits importés depuis le Royaume-Uni. Et je ne sais pas si vous avez eu l'occasion, dans ces mois après cet accord, d'aller dans des supermarchés Marks & Spencer. Eh bien, en fait, les rayons frais étaient complètement vides. Il ne restait plus que les cookies et les trucs sous vide. Les shortbread, c'est bon, qui pouvaient... Et du thé. Toi qui ont des shortbread. Ah non, même pas du thé, en fait. Tous les produits qui pouvaient être checkés, qui prenaient un peu de temps et tout ça, il n'y avait pas de problème. Pour les produits faits, en fait, c'était impossible parce que comment dire, avec tous ces checks, tous ces procédures d'examen douanier, c'est trop compliqué. Et pourquoi est-ce que le Royaume-Uni, finalement, va être obligé d'arrêter cette pratique de non-contrôle? Pas parce que cette absence de contrôle douanier qui laisse entrer les produits européens sans difficulté, contrevient aux règles de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, et notamment à cette règle que Guillaume a étudiée lorsqu'il faisait ses études de la nation la plus favorisée, qui dit globalement que si le gouvernement britannique donne cet avantage à l'Union européenne alors que ça contrevient à l'accord qui a été trouvé avec l'Union européenne, alors elle devrait donner à l'ensemble des membres de l'OMC les mêmes facilités. Donc, de facto, ça voudrait dire plus aucun contrôle douanier sur l'ensemble des produits qui viennent du reste du monde. Donc, forcément, c'est pas possible. Et c'est la raison pour laquelle cette situation devrait normalement s'arrêter la semaine prochaine. Et bon, la situation est d'autant plus inconfortable que cet accord de Windsor, qui validait ces contrôles dans la mer d'Irlande, elle a conduit à une vraie instabilité politique en Irlande du Nord, sur fond de divergence entre les partis républicains et les partis unionistes. Depuis février 2022, en réalité, le parti unioniste DUP s'est retiré des institutions locales, ce qui a ouvert une crise politique. Et malgré les injonctions de Londres, rien n'y a fait. Il y avait une échéance qui était fixée au 18 janvier pour former un gouvernement à Belfast. Elle est passée sans accord. Et désormais, le ministre britannique chargé de l'Irlande du Nord a proposé à la Chambre des communes une loi qui fixe la prochaine échéance au 8 février, après quoi ils appelleront à de nouvelles élections. Et pour couronner le tout, on a un contexte social de plus en plus tendu en Irlande du Nord. Après 2 années d'austérité et d'inflation, c'est compliqué. Alors, mon deuxième point, c'est que plus généralement, on observe un débat sur le coût du Brexit pour l'économie au Royaume-Uni. Et l'un des fers de lance de ce débat, c'est le maire travailliste de Londres, Sadiq Khan, qui milite pour une nouvelle base de coopération avec l'Union européenne, jugeant que le départ du bloc, finalement, n'a pas été une réussite. Selon lui, le Brexit, c'est la cause du ralentissement économique et de l'accroissement du coût de la vie au Royaume-Uni, mais aussi de la destruction de milliers d'emplois. Il milite donc pour une relation plus étroite avec l'Union européenne qui contribuerait à la croissance économique et à la prospérité. Alors du coup, le maire de Londres s'appuie sur des études qui disent que l'économie britannique a perdu 163 milliards de livres du fait du Brexit. Et l'économie londonienne, donc on sait qu'elle était très intégrée aux pays européens, notamment en matière financière, elle s'est contractée de 7,5%. Selon une étude parue récemment, c'est près de 300 milliards de livres qui manqueront à l'économie britannique d'ici 2035, comparé à une situation où le Royaume-Uni serait resté membre de l'Union. Donc c'est quand même pas négligeable. Ceci devrait jouer un rôle important
alors que l'année 2024 sera aussi celle des élections législatives au Royaume-Uni. Alors c'est une échéance importante, compte tenu de l'instabilité de la majorité du Parti conservateur, qui depuis le Brexit a compté 4 gouvernements différents depuis les dernières élections. Et aujourd'hui, les sondages annoncent une alternance politique comme très probable, 5 ans après la défaite historique de 2019 du Parti travailliste face à Boris Johnson. L'enjeu n'est désormais pas de savoir si le Parti travailliste sera en tête, mais plutôt de combien et s'il disposera d'une confortable majorité au Parlement. Alors bien sûr, ce ne sont que des sondages, et c'est ce sur quoi compte le Premier ministre Rishi Sunak, qui espère une amélioration de la conjoncture économique au cours de l'année, ce qui logiquement devrait le conduire à ne déclencher ces élections qu'à l'automne prochain, puisque ils doivent déclencher des élections d'ici la fin de l'année, mais il n'y a pas de date fixée. Ils peuvent les déclencher en avance. Rien n'est moins sûr néanmoins, puisque au vu de la popularité très basse du Premier ministre, 68% des Britanniques se disent insatisfaits de sa politique, avec un chiffre qui ne cesse d'augmenter. Alors pour faire le lien avec le début de ce sujet, sur l'Europe, je voulais simplement vous remettre quelques pendules à l'heure dans ce jet lag. Si les travaillistes sont critiques de la politique menée par le gouvernement conservateur depuis la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, et au vu notamment des appels que le maire de Londres, qui est travailliste, a fait, il faut néanmoins ne pas s'attendre à un revirement à 180%. Les travaillistes ne vont pas faire campagne sur une réintégration dans l'Union européenne ou un rapprochement très significatif à la mode norvégienne, mais probablement sur quelques avancées concrètes dans la coopération. Voilà, j'arrête là ce point un petit peu long, mais ça me semblait important, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé. Alors on vous l'a promis dans notre 9e épisode qu'on allait revenir sur notre séjour au Québec et un peu aux États-Unis aussi. Alors Max, est-ce que tu veux nous expliquer un peu pourquoi est-ce qu'on s'est retrouvé aux États-Unis alors qu'on avait prévu d'aller au Québec ? Exactement. Donc, on vous l'avait peut-être mentionné, je ne me souviens pas si avant les vacances nous vous l'avons mentionné, mais nous avons passé le Nouvel An aux États-Unis, dans le Vermont. Donc le Vermont, c'est un des États qui est au nord au nord des États-Unis, pardon, à la frontière avec le Canada, à peu près à 2 heures de route. Bon, ça dépend de combien de temps vous passez à la frontière, mais de Montréal. Aussi. Ça dépend de la voiture. Et la raison pour laquelle on a été passer le Nouvel An dans le Vermont, au fin fond d'une montagne, vraiment au milieu de nulle part, c'est parce que nous avons retrouvé la famille américaine dans laquelle j'ai passé une année lorsque j'étais au lycée. Donc j'ai fait une année d'échange où j'ai été à l'école américaine dans le New Jersey dans cette famille, et c'était assez chouette parce que c'était l'occasion aussi de célébrer les 20 ans de cette année d'échange aux États-Unis. Donc c'était en 2003 et donc nous étions en 2023, et notamment parce que durant cette année d'échange nous avions fait une semaine dans une station de ski à Noël, et donc dans le Vermont déjà, et donc c'était assez chouette de pouvoir se retrouver 20 ans après pour fêter ça, et c'était voilà un très bon moment. Alors Guillaume, qu'est-ce que tu as retenu finalement du Vermont sous la neige ? J'ai retenu surtout quand on est arrivé, il faut le dire, quand on a atterri à Montréal, il n'y avait pas beaucoup de neige en fait, voire pas du tout de neige. Qu'on a commencé à en trouver un peu en montant dans le Vermont. Alors ça ressemble un peu, vous savez, dans ces films américains où vous avez la petite station de ski avec... En fait, les Américains, ils ont cette tendance à vouloir retrouver tout au même endroit. Sur les bases militaires, c'est comme ça. Sur les resorts au bord de la mer, c'est comme ça. Au ski, c'est comme ça. On pose un village avec tout ce qui peut servir dans le village. Donc il y a la zone d'attraction, la piscine, une zone avec des jeux pour les enfants. Et le tout dans une zone de charge de voiture, mais c'est anecdotique. Et puis tous ces condos, tous ces immeubles d'appartements autour, dans un endroit qui a été construit finalement pour ça. On n'est pas dans un village ancien, on est vraiment dans un endroit qui a été construit uniquement pour ça, un peu sur le modèle de nos stations de ski, mais c'est encore différent parce que la plupart de nos stations de ski sont quand même à l'origine un village qui s'est ensuite étendu, pas partout.
J'en ai Donc conscience. c'est un resort en fait qui a été construit par un entrepreneur qui a à la fois construit les infrastructures pour le ski, mais qui a construit finalement tout l'environnement, les condos, ce qu'on appelle les condos, c'est les appartements, sur la montagne en fait, voilà, il y a différents les appartements, enfin et les immeubles se suivent, et puis toutes les activités communes, et donc il y a le petit e-commerce, quelques restaurants. Il y a effectivement toutes ces activités prévues pour tout le monde. Il y avait même un petit bus qui permettait une navette de venir chercher les gens dans leur condo, comme ça ils n'ont pas besoin de prendre leur voiture, et de les amener soit au centre, là où il y a des activités pour les enfants, ou alors pour aller skier. Absolument. Donc c'était un moment très sympathique aussi. Hein. On a découvert Aérobed. Enfin, moi, j'ai découvert l'Aérobed. Alors, c'est une vraie révélation, je dois dire. On va en reparler pour nos futures sessions camping, si jamais on en fait. L'Aérobed, c'est un matelas gonflable, mais genre en mode, le matelas, il fait 60 cm de haut, quoi. Et quand t'es allongé dessus, il se dégonfle pas, déjà, d'une. Et quand t'es allongé dessus, t'as quasiment l'impression d'être sur un matelas normal, quoi. Et donc, tu dors bien dessus. Le confort à l'américaine. Outre le fait que t'es jet-lagué, tu dors bien. Le confort à l'américaine, c'est ça. Et le truc se branche, et ça fait tout est inclus dans le truc. On branche juste la prise, et en 5 minutes, littéralement, le lit est gonflé et prêt à être utilisé. Et alors, il y en a même qui se s'auto-dégonflent ensuite, pas celui qu'on avait, mais bref, voilà, on aura découvert un peu de l'Amérique sous la neige. Et l'Amérique, c'est aussi les barbecues. Et donc, on a eu droit à des steaks qui ont été cuits sur un barbecue alors qu'il neigeait dehors pour le 31. Et ça, quand même, voilà, ça a de la gueule. Quand même. Ça a de la gueule aussi. Bon. Après, l'Amérique, c'est aussi les énormes bagnoles qui doivent déneiger pendant 20 minutes, qui allumées pendant 20 minutes sur la place de parking parce qu'il faut déneiger. Oui, c'est aussi parce qu'il y avait beaucoup de neige. Mais c'est là aussi on a découvert certaines attractivités, certains côtés positifs d'une voiture électrique qui, du coup, elle ne consomme pas, mais on y reviendra aussi à la fin de ce podcast. Alors, du coup, ensuite, on a passé 3 jours aux États-Unis, et ensuite on est revenu donc au Canada. C'était assez marrant parce que quand on a passé la douane canadienne à Montréal, ils nous ont demandé combien de temps on allait rester dans le pays, et globalement on leur a dit une après-midi parce qu'on prend la voiture et on part aux États-Unis. Et donc, il nous a fallu passer la douane américaine à l'aller, la douane canadienne au retour. Mais ça a été relativement plus rapide pour rentrer au Canada que pour rentrer aux États-Unis. Mais on y reviendra, ça concerne aussi la voiture. Et donc, Guillaume, peut-être tu peux nous faire un petit peu le panorama de notre parcours au Québec ? Alors, on a atterri à Montréal, et puis on est allé donc dans le Vermont, et après on a passé 3 jours à 2 heures au nord de Montréal. Donc, il faut imaginer que la région toutes ces régions du nord de l'Ontario et du nord du Québec au Canada, c'est des régions qui sont gigantesques, qui doivent faire 10 fois la France ou quelque chose comme ça, et le conjugué, qui sont des étendues immenses de collines avec des petites montagnes mais pas très hautes, et puis de lacs artificiels ou préexistants. Et donc on est allé passer 3 jours au bord dans un hôtel au bord d'un lac qui était gelé, avec un peu de neige au début, il n'y en avait pas beaucoup, puis il a neigé 2 jours après qu'on soit arrivé. Ces 3 jours où on avait dit, on se fait un peu notre week-end, un long week-end, moment cocooning, week-end au vert. Il y avait un spa, une piscine chauffée à l'extérieur, une piscine chauffée mais pas assez à l'intérieur. Je dis ça parce que du coup on n'y est pas allé. On a fait juste la piscine extérieure. C'était beaucoup mieux d'être dans une piscine à 25 par moins 5 que dans une piscine à 10 par 0 degré. Non, elle ne faisait pas 10, mais quand même. Bref, et donc on a pu profiter pendant ce parcours pour faire. On a fait du patin, on a fait du fat bike. Le fat bike, c'est un vélo, sorte de vélo avec des grosses roues pour aller sur la neige, sur la glace.
On a fait une session en fat bike, on a fait un peu de marche. On a fait une survie en forêt. Max, tu veux nous expliquer quels sont les 4 éléments à apporter avec soi si on veut survivre en forêt? Alors d'abord, on va parler de ce qu'il faut dans ton sac à dos, et il faut, Guillaume, un peu plus que 4 éléments. C'est le plus important. Il faut que tu prennes un briquet ou des allumettes, mais un briquet c'est pas mal, peut-être 2 même. Il faut Si que jamais tu aies, le premier tombe en rade. il faut de la corde, parce que la corde ça peut toujours servir. La corde, on n'y pense pas. Il faut une bâche, parce que la bâche, elle peut te servir soit à t'asseoir par terre et à pas être humide, mais surtout potentiellement à pouvoir faire un abri et donc te mettre à l'abri du vent, des intempéries, de la neige. Toujours avoir un scout avec soi. Il faut un récipient en fer, ça peut être un bol en fer ou alors une casserole en fer, qui va te permettre de pouvoir faire bouillir de l'eau, fondre de la neige sur le feu, parce que l'objectif, ça sera de créer un feu, en fait. Il faut de la nourriture. Mais on se rappelle que on peut vivre 3 jours sans boire, mais on peut vivre 3 semaines sans manger. Donc finalement, d'abord, c'est boire qui est le plus important. Alors un élément important, j'en profite, n'allez pas chercher de l'eau à proximité d'un emplacement de castor, parce qu'il y a énormément de bactéries, et donc il vaut mieux aller faire fondre de la neige que d'aller chercher de l'eau dans une rivière à proximité d'un barrage de castor. Voilà, c'est à savoir. Et donc ensuite, il faut un couteau, parce que ça permet de couper différentes choses. Prenez un scout, vous aurez tout ce qu'il faut. Et puis il faut des vêtements chauds. Et ça, c'est important. Et alors, on va pas vous parler de nos couches quand même. Non, attends, avant de parler des vêtements chauds, on va quand même juste terminer par le feu. Parce que cet entraînement à la survie, c'était aussi construire un feu. Parce que finalement, le feu, c'est absolument l'élément indispensable qu'il faut construire, qu'il faut faire quand il fait beau. Et effectivement, Guillaume, ça a été coupé, mais tu as mentionné pour démarrer le feu, qu'est-ce qu'on utilise au Canada ? De l'écorce de bouleau. Exactement, l'écorce de bouleau, c'est au top pour démarrer partout. Un feu. Et les Premières Nations s'en sont servies aussi pour faire des canoës notamment, mais c'est un excellent allume-feu. Exactement. Et alors un autre petit tip, c'est que vous pouvez utiliser, vous savez, la bouloche là dans votre sèche-linge que vous ne savez qui sert à rien et que vous mettez à la poubelle, mais vous pouvez le garder parce que ça fait un excellent allume-feu, démarrage pour démarrer le feu. On a vu que c'était quand même pas évident de maintenir un feu et de créer des braises lorsqu'on est dehors, qu'il y a de la neige partout, que le bois globalement est mouillé ou congelé. Et donc c'est vraiment pas évident. Donc ça veut dire que si vous devez maintenir un feu, d'abord vous allez avoir besoin de bois sec idéalement, mais surtout il va falloir que l'un de vous reste pendant que les autres éventuellement se reposent, faire des tours pour garder le feu en vie. Alors comment est-ce qu'on arrive à vivre ? Et on l'a bien vu quand on est allé se balader, parce qu'on a quand même fait pas mal de choses pendant ces quelques jours au bord du lac gelé. On a marché, on a fait du vélo, et il y avait du vent, et il faisait quand même froid. On a eu jusqu'à moins 17 degrés, je crois, Guillaume. C'est vrai qu'on a eu moins 21. C'était moins 17 ressentis, moins 21 un jour. Parce que dès qu'il y a du vent, en fait. Dernier jour, c'est ça ? Je ne sais plus, oui, sans doute. Et donc, l'intérêt, mais je crois que tout le monde l'a redécouvert, parce que finalement, quand il a fait moins 2 en Europe, c'était la catastrophe, visiblement, c'est de mettre différentes couches. Et donc, pour en fait arriver à garder la chaleur. Alors, Guillaume, qu'est-ce qu'on met comme couche ? On conseille souvent de mettre des vêtements amples déjà, des vêtements parce que les vêtements amples permettent de laisser passer l'air quand même et d'éviter d'avoir que le froid se connecte directement aux différentes couches. Donc une première couche de vêtements serrés, par exemple, on avait acheté des caleçons et puis des t-shirts à manches longues pour mettre en haut, des chaussettes. Des caleçons, c'est des collants. Les caleçons, c'est des collants longs. Où vous êtes libre de mettre un caleçon ou pas en dessous, ça on ne veut rien savoir. Et puis par-dessous une couche de vêtements plus ample, justement pour pas qu'il soit collé. Ça peut être un jean. On avait aussi acheté un pantalon de neige qui n'est pas un pantalon de ski, qui est un peu plus serré, un peu plus pratique qu'un pantalon de ski. Et puis en au-dessus, un pull, un manteau. Nous, c'était nos manteaux de ski, mais ça aurait pu tout aussi bien être un autre type
de manteau. L'important, c'est qu'il soit chaud. Et puis ensuite, on avait acheté une cagoule pour quand il faisait vraiment froid. On avait les bonnets, les gants habituels. Voilà. L'important, c'est vraiment de multiplier les couches, de ne pas hésiter à en enlever quand vous avez chaud. Ça, c'est ou en plutôt mettre un peu plus si vous avez froid. Voilà, c'était vraiment une question de ressenti personnel. Mais si vous avez déjà 2 couches en bas, 3 en comptant le caleçon et 3 couches en haut, vous êtes quand même déjà relativement couvert jusqu'à -20. Je pense que ça passe. Après, vous êtes statique, vous aurez froid plus vite, forcément. Il y a du vent, faut vous écouter. Vous aurez froid plus vite. Écoutez-vous, écoutez la météo, c'est pas si difficile. Hein. Et alors, moi j'ai découvert ça aussi. Donc, on avait des grosses chaussures de neige, fourrées pour le confort, n'est-ce pas? Chaussures montantes. Chaussures un peu montantes. Il faut savoir qu'au Québec, ils ont souvent, quand ils vont au travail, ils mettent leurs grosses chaussures, au Québec, au Canada en général, ils mettent leurs grosses chaussures, mais ils ont aussi au travail, j'ai rencontré une collègue de l'Opéra de Montréal, elle avait ses 6 paires de chaussures ou 5 paires de chaussures, une pour chaque jour de la semaine, au boulot, à mettre quand elle est à l'intérieur, parce qu'effectivement, les jolies chaussures, tu les mets pas dans la neige, quoi. Je veux dire, à Montréal surtout, il a beaucoup neigé, et c'était clairement pas, tu peux clairement pas sortir avec n'importe quelle paire de chaussures. C'est vraiment important, je pense, aussi pour pas commencer à prendre froid, de couvrir ses extrémités, les pieds compris, et le nez. Mais alors le nez, c'est un vrai problème quand on a des lunettes comme moi, parce que on a vite de la buée, donc j'ai préféré sacrifier mon nez pour garder ma vision. Question de choix, mais j'en ai pas vraiment souffert en vrai. Exactement, et c'est vrai que il faut savoir adapter ses habits à l'environnement dans lequel vous êtes, et on l'a vu dans les différents musées qu'on a visités. Il y a toujours un vestiaire qui est très utilisé, alors que nos vestiaires en Europe, en général, si on peut éviter d'aller poser ses affaires au vestiaire, on le fait. Et là, on enlève les couches, et moi, j'enlevais même, je gardais juste la première couche, j'enlevais même le pull, histoire que ensuite, quand on repasse dehors où il faisait quand même assez froid, on puisse vraiment tempérer le corps avec ses vêtements. Bon, ça c'est pour donc la partie dans les bois. On peut peut-être parler culinaire, Guillaume. Qu'est-ce qu'on a découvert au Québec? Un des plats traditionnels? Je sais pas si on doit vraiment en parler en fait. Si, c'est important que vous sachiez. Donc si un jour on vous vend de la poutine... Fuyez. Ouais, c'est ça. C'est à peu près ça. En gros, on en a mangé 2. Je pense que c'était déjà au moins une de trop. Je pense qu'on a mangé 3. Non, 2. On en a mangé une au Lac Taureau et une à Québec. Non, mais fuyez. Je veux dire, c'est pas bon. Je suis désolé s'il y a des Québécois qui nous écoutent. Je suis vraiment désolé. Mais on va revenir sur le point positif. J'ai adoré le pudding chômeur. Et règle générale, j'ai découvert l'utilisation des sirops d'érable. Je pense qu'on va plus l'utiliser maintenant. Mais vraiment, ça, c'était une chouette découverte. Ce pudding chômeur, c'est un gâteau assez léger, finalement, avec imbibé de sirop d'érable. Et c'est super bon. Ça peut être vraiment au top avec une petite boule de glace ou une petite fondue de pomme à côté. Je pense au top. Mais par contre, la poutine, c'est pas possible. Alors, on explique peut-être la poutine, Guillaume. Donc, la poutine, c'est 3 éléments. 3 éléments. Des frites. Mais bon, c'est pas les frites belges, donc déjà ça commence mauvais mal. Point. Un truc qu'ils appellent du fromage. Qui a pas de goût. C'est une espèce de mozza bas de gamme qui n'a pas vraiment de goût. Après, on n'a pas goûté les poutines gastronomiques. Hein. Et puis une sauce à la viande, donc le tout bien, tout ça baigne là-dedans. Ça a peu d'intérêt culinaire. Need I say more? Ça a peu d'intérêt culinaire. Ça a peu d'intérêt culinaire. On a essayé, en arrivant à Québec, une deuxième poutine, un peu plus. On a essayé une poutine, moi je crois qu'il a pris une poutine thaï, donc avec des petits légumes, des trucs. Mais non, toujours pas. C'était toujours pas possible. Bon, voilà, il y a des gens qui aiment, et on a des amis qui nous ont dit qu'ils aiment bien les poutines. Mais voilà, c'est pas notre truc, on va dire. C'est pas notre truc. Quand même, globalement, une alimentation qui est assez portée sur la viande. Bah oui, mais comme aux États-Unis, en fait, c'est l'Amérique du Nord. Alors, une expression intéressante que j'ai entendue avant de partir au sujet des Québécois, je crois qu'on l'a eu dans le guide, c'est que il faut pas s'imaginer que les Québécois sont des Français d'Amérique du Nord. Non, les Québécois sont des Américains du Nord qui parlent français. C'est tout à fait différent. Et
c'est très important de bien faire la distinction. Oui, sinon on peut vite être perdu. Sinon on peut vite être perdu, et puis surtout que ce ne sera pas apprécié d'agir comme ça vis-à-vis d'eux. Et je pense que ça, c'est important. Clairement, la vie au Canada, c'est à quelques points près la même mode de vie qu'aux États-Unis, en fait. C'est la même façon de faire. C'est une vie d'anciens colons, enfin d'anciens Européens qui ont immigré là-bas, mais qui se sont construits leur propre style de vie, leur propre mode de vie, leurs propres habitudes, qui sont plus similaires entre le Canada et les États-Unis que entre, je sais pas moi, le Canada et la Belgique ou le Canada et la France, quoi. C'est très très clair, et surtout il faut pas faire cette erreur avant d'arriver. Pour revenir sur la viande, oui, ils utilisent énormément de viande, ils mangent des fruits et des légumes qui sont complètement hors saison, en toute saison. Enfin, il y a très peu de choses. C'est très compliqué de trouver du frais, du non préparé. Il y a beaucoup de choses qui sont déjà préparées, préfaites. Nous, on n'est pas resté suffisamment longtemps, j'ai envie de dire, dans une ville on vous fera la fin du parcours après, mais pour pouvoir vraiment se poser et avoir envie de nous faire nous-mêmes à manger. Donc on est beaucoup sortis à l'extérieur, mais c'est vrai que c'est compliqué de trouver des choses qui soient pas pré-préparées, quoi, et donc pas forcément super bonnes pour la santé au final. Alors, on parle du reste du parcours avant de revenir sur la question de la langue, ou... Yes. Donc ensuite, reste du parcours. Donc on a fait aussi du traîneau à chien. Ah oui, ça c'était une très très belle expérience. Une très chouette expérience. Le seul point négatif, c'est quand même le chien mouillé. Et vous voyez, on est vraiment, quand on est dans le traîneau, vraiment à hauteur. Quand on est devant, quand on est la personne assise devant, on est à hauteur des chiens, et un chien mouillé, ça pue en fait. Voilà. Et puis parfois, les chiens. Je suis désolé, je viens de vous ruiner la photo, mais les chiens font aussi leurs besoins, mais on est aussi à hauteur des odeurs. Oui, bon, ça c'est la vie. On sent la même chose quand on se balade dans la rue à Bruxelles. Ça tombe bien, ça change pas grand-chose. Bref, mais c'était quand même une très chouette expérience, ce traîneau à chien, je tiens à le dire. On a passé on vous mettra peut-être une petite vidéo sur les réseaux. Maybe. Et alors ensuite, on a fait un parcours plus urbain qui nous a permis de découvrir une autre facette du Québec. Donc on est allé à Québec, la ville de Québec, 2 jours. On a fait de la luge. C'était trop bien. De Québec. Il faisait froid. Là, on a eu très froid cet après-midi-là. Il a commencé à neiger aussi le soir. Et puis, mais c'est une très belle ville avec une ville ancienne. Alors, une ville ancienne, c'est une ville qui date de 1600, 1700 quelque chose. Donc, c'est déjà pas mal. C'est une des plus anciennes villes d'Amérique du Nord. C'est la seule ville fortifiée, d'ailleurs, d'Amérique du Nord. On a fait de la luge, on s'est baladé, on a beaucoup marché. On a fait le musée des civilisations aussi. Très chouette. En fait, on a beaucoup apprécié la façon en règle générale, dans les 3 villes. Donc, ensuite, on est allé à Ottawa 2 jours, qui est la capitale du pays, où on a fait aussi 2 musées. Enfin, moi, j'ai fait 2 musées, Max en a fait un. Et puis, le lendemain, on a fait une balade en raquette dans un parc juste à côté. C'était chouette, une très grande forêt. Et puis on a fini par Montréal, où on a aussi fait... on a fait un seul musée à Montréal, donc on a été raisonnable, on a beaucoup marché, on a vu il y a beaucoup cette chose qu'on retrouve beaucoup en Amérique du Nord, les fresques murales sur les immeubles, donc il y a un beau parcours à faire, on en a vu pas mal. Et puis voilà, donc vous voyez, pour revenir sur les musées, beaucoup apprécié cette façon de faire dans leurs musées. Ils n'ont pas, comme nous en Europe, ils n'alignent pas des connexions gigantesques de la même période, de la même civilisation, de la même chose. Ils ont un peu de tout qui permet de faire un tour historique assez rapide. Assez rapide. On est resté en moyenne 2 heures, je pense, dans chaque musée, mais assez en tout cas précis, concis de tout ce qu'il y a à savoir. Ils mettent beaucoup en valeur l'art québécois, l'art canadien, l'art québécois. Ils mettent aussi beaucoup en valeur, et ça c'est important, je pense notamment au musée de l'histoire du Canada à Gatineau, à côté d'Ottawa, qu'on a fait le premier jour. Ils mettent beaucoup en valeur leur histoire, toutes les facettes de leur histoire. Alors, tout n'est pas digéré de la même façon, mais que ce soit Vive le Québec libre, c'était un peu provocateur, mais il y a cet arrêt, cette télé qui diffuse en boucle Vive le Québec libre du général de Gaulle, pour dire que oui, ça fait partie, le Québec fait partie du Canada, mais c'est une province avec tout à fait différente. Il y a toute l'histoire derrière, pourquoi les Québécois parlent français, comment ça s'est vécu lors de la domination anglaise, et puis comment ça se vit aujourd'hui. Et puis, il y a aussi un point qui est très important, qui est mis sur ce qu'ils appellent aujourd'hui les Premières Nations, qu'on a eu l'habitude d'appeler, mais qu'on ne doit plus appeler aujourd'hui les Indiens ou les Amérindiens.
On peut les appeler les autochtones. Mais on peut les appeler les autochtones. Aujourd'hui, le terme reconnu est vraiment le terme de Première Nation, donc tous ces peuples qui étaient là avant l'arrivée des colons et qui sont extrêmement mis en avant aussi dans les musées sur comment ils fonctionnent, quelle est leur histoire, comment l'arrivée des colons a changé aussi leur histoire. Et j'ai vraiment trouvé que c'était une très, très bonne façon de mettre ça en valeur et de ne pas oublier que quand on est d'origine européenne au Canada, on est sur des terres qui ne sont pas les nôtres à l'origine. Et on a pu voir quand même le contraste entre des sections qui sont plus anciennes sur les premiers peuples et les expéditions plus récentes, notamment à Québec et à Ottawa, où il y a vraiment aussi la volonté de faire parler ces peuples, de montrer aussi les limites de la colonisation et des politiques qui ont suivi, notamment des gouvernements plus modernes, sur la question notamment de l'appropriation des terres, puisqu'au départ, les populations autochtones, j'avais utilisé le mot indien, vraiment ça n'y va pas, les premiers peuples et les populations autochtones considéraient que les terres n'appartenaient à personne, et donc ils étaient prêts à partager avec les nouveaux arrivants, les colons, et finalement cette culture de la propriété privée en Amérique du Nord, elle a complètement pris le pas, et ces populations autochtones se sont fait finalement dépouiller en fait de ce qu'elles considéraient être un bien public, parquées dans des réserves. Il y a eu quand même tout cet épisode où, pour acculturer ces populations autochtones, on a enlevé les enfants qu'on a mis dans des pensionnats catholiques, vraiment pour les déraciner de leur propre culture. Voilà, et c'était vraiment très intéressant pour nous aussi de voir cet aspect-là et de voir comment, d'un point de vue plus récent, c'est traité et franchement tout n'est pas si rose, hein, mais il y a quand même cette volonté d'arriver à trouver une manière de fonctionner, une manière aussi pour les jeunes de ces Premières Nations qui sont en ville mais qui quand même réussissent à faire vivre leur culture. Assez chouette quand même. Absolument. Bon, voilà, ça vous donne un peu une... On va quand même parler de la langue, Guillaume. Bah oui, alors on va vous faire un petit test, Max, petit test sur les mots et expressions québécoises qu'on aura retenus de ce voyage. Alors au Québec, si on vous dit bienvenue, c'est pas forcément pour vous dire bonjour, ni bienvenue, mais c'est pour vous... Enfin, en tout cas, avec plaisir. C'est pour vous dire bienvenue au sens premier du terme, en fait. Le français parlé aujourd'hui au Québec, c'est le résultat d'un mélange de français classique, importé en Amérique du Nord par les colons au XVIe siècle, donc pas tout récent, et d'influence américano-anglaise, anglo-américaine et amérindienne. Donc, quand on vous dit bienvenue, c'est pour vous dire avec plaisir. C'est le You Welcome américain qui est et c'est vrai qu'on a trouvé pas mal d'expressions américaines traduites en français, ce qui nous fait un peu, c'est un peu étonnant. Les Québécois traduisent tout, y compris les titres de films que nous on reçoit en France en anglais. Les Québécois vont exiger une traduction, par exemple, de ce type de film. Le stop, un signe stop que Guillaume parfois a du mal à respecter, s'appelle arrêt. Salaud, au Québec. Ça balance. C'est écrit arrêt. C'est écrit arrêt sur le stop, effectivement. Alors, Guillaume, c'est quoi un char? Un char, c'est une voiture, naturellement. Et un chum? C'est ton copain, quoi. C'est ton mec. C'est ton pote ou c'est ton mec, ouais. Et une facture? Si on te demande une facture, Max? Non, c'est toi qui vas demander la facture, plutôt. Oui, c'est The Bill, la facture. Oubliez pas le type. Niaiser? J'en sais rien, ça, moi. Niaise pas, dites donc. Arrête de faire chier, quoi. Tabarnak? Je peux pas dire. Oui. Et alors, hostie de calice de ciboire de cabette de tabarnak, et celui-là, on va même pas le traduire non plus. Et alors, dans les expressions, tomber en amour? Oh, je suis in love with you. Tombe en amour. Faire du train? Ah, ça, je sais pas. C'est faire du potin. Ah, tu fais du potin. Ouais, c'est vrai qu'un train, ça fait du bruit. Hein. C'est faire du bazar. Et alors, il y en a une qui m'a particulièrement... Je sais pas si elle m'a plu, mais qui me rappelle la Belgique. C'est donner son 4% à quelqu'un. C'est donner ses 4 vérités? Non. C'est licencier quelqu'un. Parce qu'en Belgique, on dit donner son C4, qui est le document qu'on reçoit quand on finit un travail. Pas forcément quand on est licencié, mais quand on finit un travail. Et donc, chez eux, c'est donner son 4%, parce qu'au Québec, les gens reçoivent 4% de leur salaire annuel quand ils sont licenciés. Ah, c'est pas mal. Voilà. Nickel. Bon, je crois que pour la partie vie de couple et notre petit on a quasiment débrief, fait un podcast complet, donc il va être encore long celui-là, on s'en excuse, mais on avait très envie de vous partager tout ça en tout cas. Est-ce qu'on fait un petit rapide quand même débrief sur la voiture? Ouais, je crois que c'est important, ouais, c'est super important, ouais.
Bon, alors on voulait revenir sur l'utilisation d'une voiture électrique en hiver parce que conformément à notre bonne pratique, on a choisi de louer une voiture électrique et pas n'importe quelle voiture électrique, Guillaume. Bah oui, il faudrait que je vous partage. Non, je peux pas vous partager, mais demandez-la moi en message privé. Si on vous connaît, on vous la partagera. La photo de Max quand il a pu choisir la couleur de ça. Tesla Model 3. Voilà. Ah, parce qu'on nous a proposé de choisir la couleur, c'est top. Bon, du coup, on avait loué l'été dernier une Polestar qui est une autre voiture électrique parce qu'il n'y avait pas de Tesla qui était proposé et donc il y avait une petite frustration quand même. Mais cette année, on a pu louer la Tesla. Alors bon, retour d'expérience. Sur la dégradation de la batterie alors qu'il fait assez froid l'hiver, honnêtement, c'était pas si pire que ça. Il y avait 2-3%. C'était quand même... Ça se dégrade plus. Non, alors la batterie... Mais c'est pas fou. Effectivement, on a quand même une moindre autonomie. C'est ça que t'es loin d'avoir une voiture inopérante. On a une voiture qui a moins d'autonomie parce qu'on a des conditions de froid. La voiture doit elle-même garder la chaleur autour de la batterie et donc elle consomme de l'énergie. Et y compris, elle a besoin de plus d'énergie pour ce qu'on appelle préconditionner la batterie avant de faire une recharge rapide. Mais on n'a pas eu de crainte à un moment donné de se retrouver à zéro sur l'autoroute et de plus avancer. On a eu une fois, on a vu la batterie quand même descendre à 5% et du coup on s'est dit 5% anticipé pour l'arrivée. On a réduit un tout petit peu la vitesse. Mais finalement, pas de problème. Non, pas de problème. Écoutez, on a juste quand même eu une mise à jour sauvage sur le parking de la douane américaine après avoir fait tamponner nos passeports. Effectivement, la voiture s'est mise à jour à un moment pas très opportun. On a attendu une trentaine de minutes. En style calice de Ciboire Tabernacle. C'était vraiment pas le moment, quoi. On avait froid. Ah ouais, en plus, elle a décidé de se mettre à jour. Ça a pris 35 minutes. Et d'envoyer la clim avec l'air extérieur. Oui, donc en plus, on avait la clim du froid dans la figure. Merci, bravo. Côté station de recharge, on avait la chance quand même d'avoir une Tesla et donc le réseau, en Amérique du Nord, vous savez que le réseau Tesla est quand même vraiment beaucoup plus développé que le reste des stations. Et donc globalement, on n'a pas eu trop de problèmes pour charger. On s'est retrouvé quand même avec des stations plutôt assez busy, notamment le dernier week-end. Et donc il y avait quand même pas mal de monde, mais dans la Tesla, en fait, ils vous disent combien de bornes sont utilisées dans chaque station. Sur le coût de la charge, Guillaume, plutôt, et la rapidité de la charge, globalement, on faisait une charge jusqu'à 80% en 25 minutes. Oui, et puis on s'est relativement arrangé pour faire des charges à des moments. Ça dépendait si c'était 250 kW, on a réussi à aller en 25 minutes jusqu'à 100%. C'était première fois, là, c'était assez rapide. On faisait des courses, on a mangé un soir. Et ça nous a coûté $20 canadiens, entre 20 et 25 $ canadiens. Les charges cumulées... Chaque charge. Donc, je crois qu'on est à $80 canadiens en tout. Voilà, donc bon, franchement, plutôt pas mal. Donc 50 €. Mais on a eu deux charges gratuites aussi. On a eu 2 charges gratuites, ouais, parce qu'on a réussi. Une au resort et une à l'hôtel au bord du lac. Et ça, c'était plutôt chouette. On a réussi, on a découvert le volant chauffant et on doit quand même dire que quand la voiture est froide, je trouvais ça un peu gadget au début. C'est après quand même plutôt pas mal. Et les sièges chauffants, c'était pas mal non plus. Ça apporte, surtout quand on est figé dans son siège pendant plusieurs heures, un petit... voilà, c'est assez bien. Et puis, le désembuage de la voiture est assez efficace. Donc, globalement, nous, malheureusement, on n'avait pas accès à l'application, probablement parce qu'on était européens, et qu'on n'avait pas l'application américaine ou canadienne de Tesla. Mais voilà, on peut... le désembuage de la voiture et de la glace sur la voiture est assez efficace. Et puis sur la route, on a quand même conduit sous la neige, sur des routes glacées, sur des routes enneigées, et globalement la tenue de route est excellente. Absolument. Ouais. Je pense que le fait c'est d'avoir surtout une voiture toi qui as assez conduit lourde, sous la neige, final sur la neige, moi c'était pas un truc que j'adorais, j'aurais adoré, mais oui. Plutôt une chouette, y compris sous beaucoup de neige d'ailleurs, parce que quand on est arrivé à Ottawa, on avait pris une bonne tempête de neige sur l'autoroute. Voilà pour ce petit débrief. Donc globalement, une bonne expérience. Et le coût de la location n'était pas aberrant. Correct. C'est déjà la fin de ce 10e épisode de notre saison 5 de Tranche de couple. Alors on a été un peu long, on s'excuse déjà par avance et on vous remercie de nous avoir écoutés jusque-là. Ça nous a fait très plaisir de vous partager en vrac quelques aventures d'actualité et nos aventures au Québec, par ailleurs sans transition.
Voilà, et si vous êtes donc arrivé jusqu'au bout, bravo et merci encore une fois. Et n'hésitez pas à nous faire un petit retour si vous avez aimé ce deep dive, cette plongée dans nos aventures québécoises. C'est déjà loin. Et surtout, n'hésitez pas à partager cet épisode sur les réseaux. Absolument. Ce podcast est diffusé, comme vous le savez, tous les 15 jours, le dimanche soir ou le lundi, en fonction du moment où vous vous connectez et où vous avez envie de le regarder. N'hésitez pas aussi, si vous avez loupé les épisodes précédents, à les écouter, parce que parfois, c'est intéressant de savoir ce qu'on dit avant pour comprendre ce qu'on dit dans les épisodes suivants. C'est une suite. C'est vous pouvez même commencer à la saison 1, même si ça fait comme il y a 5 ans. On soupçonne d'ailleurs que quelqu'un ait récemment écouté, binge écouté toute une partie de nos saisons, quasiment les 100 épisodes les uns à côté des autres. Merci en tout cas beaucoup pour votre écoute. À très vite pour de nouvelles tranches enneigées.